Tous. Aujourd'hui, une nouvelle colle sur un exercice type d'oral, ici qui va concerner l'électricité et les régimes transitoires du second ordre, avec l'étude d'un circuit oscillant à deux condensateurs. Donc cet exercice s'inspire des retours d'oraux de Naval, donc c'est assez proche de ce qui vous sera demandé au bout des 2 ans en termes de niveau scientifique sur un oral de concours au niveau Naval. Alors, ici vous avez un circuit, donc deux condensateurs, un chargé, un autre déchargé, une bobine, enfin une bobine d'inductance L, et une résistance. Et donc, à t égale 0, on abaisse l'interrupteur K et on essaye de voir ce qui va se passer. Donc ici, ce qui va se passer, première question, nous demande de montrer que la somme des charges Q1 plus Q2, donc la somme des charges des deux condensateurs est constante, et on nous demande ce que vaut cette constante. Bon, ici on se doute que ce sera Q0 plus 0, c'est-à-dire que la charge globale du circuit contenue dans le circuit va rester constante. Et on va ensuite essayer de trouver l'état initial et l'état final du système. Donc on se doute qu'il y aura une évolution de l'énergie dans le circuit dans la mesure où le transfert d'énergie d'un condensateur à l'autre va s'accompagner d'une dissipation d'énergie dans la résistance. Donc ça on peut déjà l'anticiper, on va essayer de le quantifier un petit peu après. Et puis derrière on nous demande de trouver les valeurs de R et C, sachant que l'inductance L de la bobine vaut 10 mA. Donc on va procéder entre guillemets dans l'ordre, commencer par montrer que la somme des charges est constante, ce que vaut la constante, puis on va établir l'équation différentielle vérifiée par la tension U ou la charge Q1 au choix, et à partir de cette équation différentielle, on va essayer d'interpréter le graphe, d'interpréter les valeurs utiles que l'on peut extraire du graphe pour retrouver les valeurs des composants. Voilà pour l'idée de départ. Alors, première question, donc c'est une question de conservation de la charge globale dans le circuit. Donc pour répondre à cette question, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir essayer de trouver un moyen de parler de la somme des charges. Donc là, on a un circuit, et on voit instantanément que le condensateur 1 est convention générateur, si on place l'intensité dans ce sens. Alors ici, on respecte une chose en faisant en utilisant ce type de convention, on respecte la physique du problème, on a l'intuition que le condensateur chargé va servir à t égale 0+, dire, de générateur dans le circuit, c'est-à-dire qu'il va délivrer ces charges qui vont donc aller dans le deuxième condensateur qui initialement est déchargé. Donc ici on va placer la tension U2, alors ici on va se placer en convention récepteur, et donc sur la résistance et sur la bobine, on va aussi se placer en convention récepteur. Donc on va avoir dans l'idée finalement que le dipôle qui délivre la puissance, c'est le condensateur C1, au moins t égale 0, et que tous les autres dipôles reçoivent la puissance délivrée par le condensateur C1 qui se comporte en générateur à partir de t égale 0. Et donc là, on va exploiter les relations courant-tension. Alors ici, les relations courant-tension qui vont nous intéresser sont principalement celles liées au condensateur. Donc pour C1, on sait qu'on a une convention générateur. Donc qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire que I, compté positivement, vaut moins dQ1 sur dt. On s'attend à ce que la charge Q1 commence par décroître avec une intensité comptée positivement ici. Donc on a bien un signe moins pour respecter ici la physique du problème. C2 va se comporter en récepteur. Et donc pour ce condensateur, on va s'attendre à avoir I qui vaut dQ2 sur dt. Donc la charge dans le condensateur 2 qui va augmenter progressivement au cours du temps. En écrivant ceci, et en voyant que les deux condensateurs sont sur la même maille, eh bien on va savoir que l'intensité associée au condensateur 1 est la même que l'intensité associée au condensateur 2. Donc ici on va écrire que I qui vaut moins dQ1 sur dt vaut aussi dQ2 sur dt. On passe tout du même côté, de l'égalité. On regroupe tout sous une seule et même dérivée. On va avoir d sur dt de Q1 plus Q2 égale 0. Ce résultat, qu'est-ce qu'il nous indique? Eh bien, il nous indique simplement que Q1 plus Q2 est une constante. Donc il nous reste ensuite à trouver cette valeur de constante. Eh bien, on sait que c'est Q1 de 0
plus Q2 de 0. Q1 de 0, d'après l'énoncé, qui vaut Q0. Q2 de 0, d'après l'énoncé, qui vaut 0. Donc on a montré ici que Q1 de t plus Q2 de t égale Q0. Autrement dit que la charge restait conservée dans le circuit. Alors, ici, maintenant, on nous demande, dans le circuit qui est là, de déterminer l'état initial et l'état final du système. Alors là, ce qu'on va faire, on va essayer d'établir l'équation différentielle. Donc on va le faire ici directement. Et à partir de l'équation différentielle, on va essayer de voir, par exemple, l'équation différentielle vérifiée soit par U, soit par Q, Q1. On va essayer de voir ce que vaut la valeur finale, c'est-à-dire en fin de transitoire, de U. Donc vérifier en gros que l'équation qu'on a là valide bien le graphique qui est ici. Alors on voit une chose, on voit que ici la tension U part d'une valeur 2 volts, et en fin de transitoire, on aura une valeur de 1 volt. Donc on aura une division par 2. Donc ça, c'est la lecture graphique qui nous l'apporte. Et comme la somme des charges est constante, si U1 infini vaut U1 0 sur 2, on s'attend à ce que Q1 infini soit égal à Q1 de 0 sur 2. Et donc c'est ce qu'on va essayer de montrer ici. Alors, pour établir l'équation différentielle, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va simplement appliquer une loi d'Émaille. Donc l'application de la loi d'Émaille au circuit situé ci-dessus nous dit que U égale UL plus UR plus UC. Alors la loi d'Émaille, on rappelle son énoncé, UC2, ou U2 ici tout court. C'est vrai que j'avais pas mis de C, donc U2. La loi d'Émaille, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que la somme algébrique des tensions rencontrées dans une maille orientée est nulle. Donc autrement dit, U moins UL moins UR moins U2 égale 0. Donc U égale UL plus UR plus U2. En utilisant les relations courant-tension, on va avoir UL qui vaut L dI sur dt, qui vaudra, d'après ce qu'on a ici, I qui vaut moins dQ1 sur dt, donc qui vaut moins C du sur dt. Donc ici, on va écrire moins LC du sur dt. UR, donc du sur dt, dérivé une deuxième fois par rapport au temps, donc d2u sur dt2. UR se vaudra RI, donc moins RC du sur dt, et U2, U2, on sait que c'est Q2 sur C, et donc Q2 sur C, eh bien ça va nous donner simplement Q0 sur C, moins Q1 sur C, donc moins U1. Donc grâce à toutes ces relations, eh bien on va trouver l'équation différentielle relative à U au cours du temps. Donc ici on va avoir LC d2u sur dt carré plus RC du sur dt. Alors là j'ai changé tous les signes comment en passant UL et UR de l'autre côté. Plus U, alors ici j'ai laissé un 1 en trop. Hop, donc je vais avoir un plus U une fois pour le U qui est ici, une deuxième fois pour le U qui est ici, donc plus 2U égale Q0 sur C. Donc voilà l'équation différentielle que j'ai obtenue. Donc maintenant, je vais essayer d'exploiter cette équation différentielle pour bien répondre à la question suivante. Donc état initial et état final. Alors l'équation différentielle précédente, je vais la retransformer un petit peu en divisant tout par LC. Donc je vais avoir d2u sur dt carré plus R sur L du sur dt plus 1 sur LC fois 2u qui nous donne
1 sur LC, facteur de Q0 sur C. Alors, à l'état initial du système, qu'est-ce qu'on sait? On sait que Q1 de 0 vaut Q0, on sait que Q2 de 0 vaut 0. Donc, et on sait aussi évidemment que I de 0 vaut 0. Alors pourquoi est-ce que j'ai le droit ici d'écrire ceci? On rappelle que on a continuité de Q en raison de la présence du condensateur, et continuité de I en raison de la présence de la bobine. Donc ici, je m'assure que I0- vaut 0 avec le condensateur ouvert, I0+ vaut 0 aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire de ceci? Eh bien, on peut déduire que l'énergie stockée dans le condensateur 1 à T égale 0 vaut la moitié de la charge du condensateur au carré sur la capacité. L'énergie stockée dans le condensateur 2 vaut ici 0. Donc ça, c'est l'état initial du système. À l'état final, eh bien, si je me base sur la lecture graphique, je sais que Q1 au bout d'un temps infini vaudra Q0 sur 2. J'ai divisé par 2 la tension aux bornes du condensateur. Donc, l'énergie stockée dans le condensateur 1 au bout d'un temps infini sera la moitié de Q0 sur 2 que j'élève au carré. Donc ça nous fait 1/8 de Q0 carré sur C. Q2 au bout d'un temps infini, on sait que ce sera Q0 moins Q1 au bout d'un temps infini, car la somme Q1 plus Q2 est constante. Donc je vais obtenir ici Q0 sur 2 également. Donc je vais avoir l'énergie stockée dans le condensateur 2 au bout d'un temps infini, qui vaudra également 1/8 de Q0 au carré sur C. I au bout d'un temps infini vaudra 0. C'est-à-dire que l'intensité dans le circuit sera nulle. Alors ça, d'où est-ce que ça vient? Ça vient du fait qu'en régime permanent, eh bien, un condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert. Alors, on rappelle d'où ça vient, ça. Ça vient du fait que I vaut, par exemple, si on prend le condensateur 1, moins C du sur dt. Quand le régime permanent est atteint, du sur dt s'annule, donc C, I s'annule également. Donc ici, j'ai initialement une énergie électrostatique stockée dans les condensateurs qui vaut la moitié de Q0 carré sur C. Donc ça, c'est l'énergie initiale du circuit, on peut dire. La somme des deux. À l'état final, je n'ai plus 1/2 de Q0 carré sur C, j'ai 1/8 plus 1/8 de Q0 carré sur C, donc ce qui me donne 1/4 de Q0 carré sur C. Donc qu'est-ce que ça signifie ici? Ça signifie qu'entre l'état initial et l'état final, au cours du transitoire, j'ai la moitié de l'énergie qui a été perdue par le circuit. Donc cette moitié de l'énergie a été dissipée par effet Joule dans la résistance. Alors, un petit retour sur l'équation différentielle. Si on se place en régime permanent, vous allez voir que ça corrobore l'analyse graphique faite précédemment. Eh bien, en régime permanent, les dérivées temporelles de la tension s'annulent. Donc il reste 1 sur LC fois 2U au bout d'un temps infini, qui vaut 1 sur LC fois Q0 sur C.
autrement dit 2U au bout d'un temps infini, vaut Q0 sur C. Donc U infini vaut bien Q0 sur 2C. Donc comme attendu, j'ai bien la tension qui vaut la moitié de la tension de départ. Et donc vous voyez une chose, c'est que la conservation de la charge, ici, ça c'est assez rigolo finalement, la conservation de la charge n'assure pas la conservation de l'énergie. C'est-à-dire qu'on peut stocker la même quantité de charge dans deux condensateurs, en fonction de la répartition des charges, l'énergie stockée dans le circuit n'est pas la même. Et donc ça c'est un résultat relativement important et très général. Alors maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est, eh bien, d'après ce que nous demande l'énoncé, de trouver les valeurs de R et de C en connaissant L. Et là, on nous donne l'allure de U en volts au cours du temps T exprimé en microsecondes. Alors, là, c'est de l'analyse graphique qu'on nous demande. Donc, première chose que l'on va chercher à faire, eh bien, on va chercher à déterminer la pseudo-période. Alors, vous voyez, graphiquement, bon, la pseudo-période, qu'on va représenter ici, vaut 1 microseconde. Alors, si on montait à plus d'un chiffre significatif, il faudrait peut-être appliquer un terme correctif. Allez, on peut quand même monter à 2 chiffres significatifs, 1,0 microseconde. Ça paraît pas scandaleux de le faire. Vous voyez ici, il y a un léger décalage qui commence à apparaître au bout de 9 périodes, ou au bout de 10 ici, mais bon. Donc, voilà, c'est une mesure pas ultra précise, mais ce sera suffisant en première approche. Alors, ici, qu'est-ce que l'on voit? On voit instantanément une chose, on voit que le régime adopté par le circuit est un régime pseudo-périodique. Donc, si le régime adopté par le circuit est pseudo-périodique, eh bien, ça signifie justement qu'on va pouvoir définir une pseudo-période T, et on va aussi pouvoir définir un coefficient d'amortissement, enfin, en tout cas, un terme qui va nous donner une décroissance de l'amplitude des oscillations au cours du temps. Alors, on rappelle la méthode ici, on se sert de l'équation caractéristique. Alors, l'équation caractéristique associée à l'équation différentielle qui est ici, eh bien, ce sera R carré plus R sur L fois petit r plus 2 sur LC égale 0. Alors, on rappelle l'idée de l'équation caractéristique. On cherche ici la forme des solutions de l'équation homogène. Donc, le second membre s'annule forcément. Alors, le discriminant de cette équation caractéristique va nous donner, en fonction de son signe, la nature des solutions. Donc ici, delta, on sait que c'est B au carré R sur L au carré, moins 4 AC, donc moins 8 sur LC. Et dans la mesure où on a un régime pseudo-périodique, on sait que le discriminant est inférieur à 0. Et donc on sait que les deux racines de l'équation caractéristique sont de la forme moins b plus ou moins racine de valeur absolue de delta sur fois i sur 2a. Donc ici j'aurai moins r sur 2l plus ou moins i racine de valeur absolue de delta, hop, j'inverse les deux termes. Le facteur 2, je le change en facteur 4 en le passant sous la racine, hop, donc j'aurai 2 sur LC moins 1 quart de R sur L que j'élève au carré. Hop, ici, j'obtiens donc les deux racines de l'équation caractéristique. Alors, comme on ne m'a pas donné d'adimensionnement, vous voyez que je ne m'en sers pas ici. J'utilise directement les notations avec R, L, C, etc. Alors, qu'est-ce que j'observe maintenant? Le terme qui est ici est un terme d'amortissement. Le terme qui est ici est un terme lié aux oscillations. Et donc, on va appeler ce terme-là la pseudo-pulsation. Oméga. Alors pourquoi est-ce qu'il est important de faire cette étape-là? Parce que ici, le formalisme, c'est ce qui va nous permettre d'exploiter à fond le graphe qui est ici. Alors, je m'explique. Donc ici maintenant, on sait que
la solution de l'équation homogène est de la forme exponentielle moins r sur 2lt. Alors au passage, on sait que r sur l, c'est l'inverse d'un temps, donc ici on a bien un argument de l'exponentielle sans dimension, fois a cosinus de grand oméga t, plus b sinus de grand oméga t. La pseudo-pulsation définie précédemment. Et donc ici, je sais que la tension U au global, ce sera ce terme-là, plus la solution particulière, et on a dit que la solution particulière, c'était ici Q0 sur 2C. Vous voyez, c'est la valeur en régime permanent obtenue ici. Je me sers du fait que le second membre est une constante, et donc que je cherche une solution de même forme mathématique que le second membre, à savoir une solution constante également. Alors, ici, je m'intéresse à la partie oscillante. Et on nous donne dans l'énoncé un indice, on nous dit que le décrément logarithmique, ce sera le rapport de l'amplitude à une date donnée, donc ici le rapport de cette grandeur-là, par exemple, donc on va appeler x de t ici, allez, sur l'amplitude à une période. Lorsqu'on a une période plus loin, hop, l'amplitude qui sera ici. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais me servir de la mesure de la pseudo-période et de la mesure du rapport d'amplitude pour essayer de retrouver les valeurs des composants. Alors là, ça va se faire en deux étapes. Donc l'énoncé nous parle du décrément logarithmique, on sait qu'on va devoir s'en servir. Alors quelle est l'idée ici? Au fait, ce qu'on appelle x de t sur x de t plus grand t, si on regarde attentivement, on voit que la valeur constante qui est là, c'est directement Q0 sur 2C. Donc on s'affranchit de cette valeur-là pour trouver que delta, c'est le logarithme de UH de t sur UH de t plus grand t. Alors, je sais une chose, je sais que si j'ai des oscillations à la pseudo-pulsation oméga, la pseudo-période grand t, ce sera 2π sur oméga. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que cette fonction-là, c'est une fonction grand t périodique. Et ce qui va faire que la fonction au global n'est pas grand t périodique, c'est l'amortissement que j'ai observé ici. Donc finalement, j'obtiens que le décrément logarithmique, qui vaut ln de UH de t sur UH de t plus grand t, c'est par simplification de ceci, et par passage au logarithme, ln de exponentielle de moins r sur 2l fois t, sur exponentielle de moins r sur 2l fois t plus grand t. Je simplifie le rapport des exponentielles, je passe au logarithme, et là il ne me reste quasiment plus rien. Il va me rester finalement r sur 2l fois grand t. Alors là, vous allez vous dire, ce résultat est très intéressant, pourquoi? Parce que delta, je peux le mesurer. Delta, vous voyez, ce sera le logarithme de cette valeur-là sur cette valeur-là. Donc ici, simplement, logarithme de 0,8 sur 1. Et ça vaudra directement r fois la pseudo-période t sur 2l. Donc si je connais delta, que je connais grand t et que je connais l, je vais connaître r. C'est ce que je vais faire maintenant. Donc à l'aide du décrément logarithmique, je vais mesurer directement la valeur de r. Et aussi la mesure de la pseudo-période, évidemment. Donc ici, j'avais dit que delta, donc c'était en mesure ln de 1 sur 0,8, et que ça valait aussi RT sur 2L.
Donc ici, j'isole R, et je veux dire que la résistance, finalement, c'est 2L fois delta sur la pseudo-période T. T, je l'ai trouvé à 1 microseconde grâce aux mesures précédentes. Delta, c'est ln de 1 sur 0,8. L, je connais, c'est, alors on a dit 10 millihenries, à convertir en henries évidemment. Donc j'obtiens finalement une résistance qui vaudra, avec deux chiffres significatifs, 4,5 kΩ. Donc on a obtenu R. Maintenant, il va falloir essayer de déterminer C. Alors pour déterminer C, je connais un autre résultat. Je connais la définition de la pseudo-période. Alors soit j'assimile directement la pseudo-période à la période propre, soit je travaille pour être plus précis avec la pseudo-période. Alors ici, la pseudo-période, on sait que c'est 2pi sur oméga. Et on sait que grand oméga, c'est ce qu'on a obtenu ici, 2 sur LC moins 1 quart de R sur L au carré. Donc ici, j'obtiens 2pi sur la racine carrée, alors là ça va être un petit peu lourd comme calcul, mais bon, de 2 sur LC moins 1 quart de R sur L au carré. Hop, voilà, comme ceci. Donc là, vous voyez, je connais R maintenant, je connais L, je l'ai toujours connu ces données dans l'énoncé. Il me reste C à déterminer en connaissant grand T. Donc là, je vais transformer un petit peu l'expression, en constatant une chose, peut-être même pour me simplifier la vie. Je constate que 1 quart de R sur L au carré, ça nous fait 1 demi de R sur L, que le tout élevé au carré, et 1 demi de R sur L. D'après l'expression écrite ici, bah, vous voyez, je passe R sur 2L ici, ça me donne delta sur T. Donc ici, j'ai le décrément logarithmique sur T au carré qui va apparaître instantanément. Donc finalement, je vais avoir la pseudo-période, que j'élève au carré directement, qui vaudra 4pi au carré, divisé par 2 sur LC, plus delta sur T, que j'élève au carré. Alors là, je vais réorganiser un petit peu le calcul. Je vais dire que 2 sur LC, alors vous voyez, je passe tout ça de l'autre côté, hop, je divise par T au carré ici, et je vais finir par avoir 2 sur LC, qui vaudra 4pi carré plus delta au carré, fois 1 sur T au carré. Alors, là, vous allez me dire, on est quasiment au bout, effectivement. On transforme ce calcul pour isoler C. On va avoir C qui vaudra 2 facteurs de T au carré sur L. Donc vous voyez simplement qu'est-ce que j'ai fait, j'ai positionné C ici, et donc j'ai laissé le 2 sur L là, j'ai repassé T au carré ici, et là il va me rester 1 sur 4pi au carré, plus delta au carré. J'ai obtenu l'expression de C. Et là, l'avantage, c'est que j'ai obtenu l'expression de C en fonction de grand T que j'ai mesuré, de grand L qui est une donnée de l'énoncé, et de delta que j'ai mesuré. Donc ce qui va me rester à faire maintenant, c'est calculer C. C qui vaudra ici 5,1 fois 10-12 farad. Donc 5,1 picofarad. Donc là, j'ai caractérisé complètement le comportement du circuit ici. Donc vous voyez cet exercice, ça c'est un exercice type oral de Naval. Donc il faut imaginer que vous traitez cet exercice avec une demi-heure sans préparation. Ça porte évidemment les oraux de Naval sur le programme de 2 ans. Et là, vous voyez que c'est un exercice type premier semestre de première année. Pour autant, il nécessite d'avoir beaucoup de recul sur tout ce qui a été fait. Pourquoi? Parce que vous avez besoin, dans l'exercice, de maîtriser tout ce qui est convention récepteur-générateur, au début,
ici, pour écrire proprement les relations courant-tension. Donc là déjà, ça fait la différence entre les candidats qui vont y faire très attention et qui vont partir proprement, et les candidats qui auront besoin d'un coup de main à ce moment-là. Ensuite, ça demande, malgré une question qui semble très graphique, ça demande de revenir à la théorie pour bien analyser les échanges énergétiques dans le circuit. Donc vous voyez, derrière tout ça, il y a une idée d'échange énergétique qui est cachée. Donc encore une fois, ça permet de tester le candidat sur le sens physique, sur la jonction qu'il va faire entre la lecture graphique, son intuition et ce qui se passe de manière effective dans le circuit, voir que la conservation de la charge n'implique pas directement la conservation de l'énergie électrique dans le circuit. Donc là, ça, pareil, la discussion physique à ce moment-là a beaucoup d'importance, et un candidat qui réussira à avoir cette discussion va forcément se démarquer des candidats qui vont rester entre guillemets scolaires et juste appliquer les formules et faire des calculs proprement. Donc là encore, on peut avoir 3 niveaux d'évaluation. Le candidat qui ne se rappelle plus de la formule, bon, dommage pour lui. Le candidat qui se rappelle de la formule, qui fait des mathématiques, mais qui oublie de faire de la physique. Et le candidat qui pense à faire de la physique une fois qu'il a posé les calculs. Ensuite, ici, bon, l'analyse graphique, vous voyez, il faut toujours la mettre en regard de l'expression théorique. C'est l'expression théorique qui nous permet d'analyser proprement le graphique, de nous montrer que le décrément logarithmique est important et comment l'utiliser. Donc le décrément logarithmique, il faut savoir que c'est une grandeur qui n'est pas tout à fait au programme, mais on l'a vu en TP, dans des exercices de TD, c'est une grandeur qui peut vous aider bien souvent en fait. C'est-à-dire que il faut ranger ça dans la case des astuces utiles. Quand vous voyez un exercice qui vous demande de faire de l'analyse graphique et que vous connaissez des amplitudes, des pseudo-périodes, etc., très souvent, l'utilisation du décrément logarithmique va vous permettre d'obtenir un bon degré de précision sur la détermination des valeurs de composants. Vous auriez pu, dans la dernière question, faire quelque chose d'entre guillemets plus simple. Donc ça, je vous laisse faire le test. Sans passer par le décrément logarithmique. Alors, la variante, ça consistait à dire quoi ? Ça consistait à dire que vous avez une dizaine d'oscillations observables. Ok ? Là, vous le voyez graphiquement. Une dizaine d'oscillations observables, ça signifie que vous allez pouvoir dire, bon, en première approche, T vaut à peu près T0. Et T0, 2pi sur oméga 0. Autrement dit, 2pi fois racine de LC direct. Et là, vous allez obtenir quelque chose de beaucoup plus rapide, dans le sens où vous allez obtenir C qui vaudra, alors on élève au carré tout ça, alors racine de LC, pardon, j'ai oublié un facteur 2, alors je vais aller un peu trop vite en besogne, ici on remarque que si on passe en format dimensionné, oméga 0 carré serait ici. Donc oméga 0 carré, ce serait racine de 2 sur racine de LC. Donc racine de 2 sur racine de LC, donc ici, racine de LC sur 2. Donc j'élève tout ceci au carré, j'obtiendrai à ce moment-là C, qui vaudra T au carré sur 4pi au carré, ça bouge pas. Je passe 2 ici, je passe L ici, fois 2 sur L. Donc il va me rester finalement T au carré sur 2pi carré, facteur de L. Et donc là, vous voyez en gros ce qui se passe. Qu'est-ce que j'ai fait ici? C'est que dans la formule exacte, j'ai delta au carré qui est négligeable devant 4pi au carré. Et donc ça me permet d'avoir un résultat beaucoup plus rapide, sans perdre trop en précision, à condition que cette hypothèse soit vérifiée. Donc là, je vous laisse montrer que le raisonnement sous hypothèse ici fonctionne. Mais je pense que sur l'oral, il faut envisager l'une et l'autre des méthodes. C'est-à-dire que si vous manquez de temps sur la présentation, vous basculez sur la méthode sous hypothèse qui est rapide. Si sur un oral, vous disposez de temps, donc là, il faut imaginer que vous avez une demi-heure pour faire l'exercice. Si vous voyez que vous disposez de temps, vous allez sur la méthode précise. Et derrière, si vous avez encore du temps, vous indiquez que vous pouvez avoir une méthode plus rapide. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, et je vous dis la suite au prochain épisode.